ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, Participer et agir. Participer et agir. Il est 10h05 sur Alger Chain 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Ça vous concerne, c'est en direct et c'est jusqu'à 11h avec toujours la même équipe qui prend le plaisir de vous accompagner en direct. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le mardi 22 avril 2025. Ça vous concerne le diabète. Le nombre de diabétiques pourrait atteindre les 5 millions d'ici 2030. Une forte prévalence est enregistrée en Algérie. Les préventions, plutôt la prévention et le suivi rigoureux des patients sont indispensables pour éviter à la fois l'explosion du nombre de diabétiques et les complications liées à cette maladie chronique. C'est ce que nous mettrons en avant ce matin dans Ça vous concerne, notamment avec cette application qui enregistre vos données que vous pouvez partager avec les professionnels de la santé. Il y a d'autres avancées médicales dont on va parler évidemment au cours de cette émission. Nous recevons professeur Awish, diabétologue, docteur Bouchen, pharmacien d'officine, docteur Gary, directeur médical dans un laboratoire médical qui a développé l'application mobile en question pour surveiller les patients atteints de diabète. Ça vous concerne. C'est en direct sur Alger Chain 3. Restez branchés, on revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour en direct sur Alger Chain 3 dans votre émission Ça vous concerne. Nous parlons ce matin du diabète et de la surveillance des patients atteints de diabète pour éviter tout type de complications. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités, professeur Samir Awish, diabétologue. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Docteur Bouchen Mehdi, pharmacien d'officine. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Merci d'être parmi nous. Et docteur Saïd Gari, directeur médical dans un laboratoire. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être parmi nous et nous éclairer et évidemment sensibiliser la population à ce risque de diabète. Alors je parlais tout à l'heure de la prévalence qui ne cesse d'accroître dans le monde, mais aussi en Algérie. On parle, professeur, aujourd'hui de 5 millions de diabétiques d'ici 2030 en Algérie. Les chiffres officiels donnent 2 800 000 diabétiques selon le ministère de la Santé. Alors c'est bien plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres données que nous n'avons pas et que vous pouvez nous donner ce matin ? Merci. Donc, au fait, effectivement, quand on parle des chiffres maintenant, il y a eu les dernières données, c'est ce qu'on appelle la 11e édition de l'Atlas IDF de 2025, qui est sorti il y a quelques jours de ça. Et là, au fait, effectivement, on a donné donc des chiffres par rapport à l'Algérie. Alors, vous savez très très bien que quand on parle de 2 millions 800, c'est par rapport au chiffre, la prévalence qui était en 2017, qui était de 14,4%. Ça veut dire en 2017, il y avait une enquête, ce qu'on appelle l'enquête Stepwise OMS, qui avait prédit que tout simplement, on était à 14,4% de la population adulte qui était donc diabétique, ce qui correspond à peu près à un chiffre de 2 800 000 à 3 millions. Maintenant, quand on extrapole par rapport à 2024, parce qu'en fait, c'est des chiffres qui concernent l'année 2024, eh bien, la prévalence maintenant, elle est de 16,9%. Et si on va regarder par rapport à le nombre de la population algérienne adulte, eh ben, on est pratiquement à 4 800 000 de diabétiques en Algérie. Et là, je parle du diabète de type 2, effectivement. En 2024. Ça, c'est je parle des données, donc de l'IDF qui ont été publiées récemment. Et maintenant, l'extrapolation en 2050, c'est qu'on nous parle maintenant d'un chiffre qui va dépasser éventuellement les 6 millions. Donc là, vous voyez que quand même, on est en pleine épidémie, on est en pleine pandémie, je dirais même, c'est-à-dire par rapport à cette explosion, surtout du diabète de type 2, qui ne cesse d'augmenter en Algérie. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher cela? Est-ce qu'on peut stopper cette progression ou non? Alors, pour stopper, donc, il faut voir déjà les facteurs de risque, c'est-à-dire pourquoi on fait un diabète, notamment le diabète de type 2. Alors, on sait que le diabète de type 2, c'est essentiellement, il est médié par l'obésité.
Et l'obésité, ce n'est pas n'importe quel type d'obésité, c'est beaucoup plus l'obésité viscérale, abdominale, qui entretient donc qui va entretenir ou bien entraîner plutôt donc des complications, à savoir des complications métaboliques dont le diabète sucré. Mais aussi, il y a d'autres conséquences telles que la dyslipidémie, l'hypertension, les complications cardiovasculaires, la maladie rénale. Donc, toutes ces manifestations, on va les voir malheureusement associées chez le patient diabétique. Donc, si on est dans le diabète, si on est dans l'obésité, plutôt on risque de faire un diabète. Mais qu'est-ce qui entraînerait l'obésité finalement? Donc, on a le problème de sédentarité. Et vous savez qu'en Algérie, malheureusement, la sédentarité est un problème. Il y a aussi le problème, la malbouffe. La malbouffe aussi, donc il faut le dire, on mange très très mal. On mange de façon maintenant, on a occidentalisé notre façon de manger. Et c'est ça qui explique aujourd'hui, bien sûr, que le taux de diabète ne cesse d'augmenter. Mais il y a aussi le vieillissement de la population. Donc vous savez que plus on avance dans l'âge, plus malheureusement on fait des problèmes. Alors juste pour ouvrir une parenthèse, c'est de dire aujourd'hui le diabète de type 2, oui, augmente, mais il augmente aussi dans une population beaucoup plus jeune. Parce qu'avant, on disait que le diabète de type 2, ça survenait à partir de 40 ans, 50 ans. Mais maintenant, on voit de plus en plus des sujets jeunes, c'est-à-dire donc qui sont moins de 30 ans et qui font un authentique diabète de type 2. Alors, quand on se pose la question quelle est la particularité de leur diabète, eh bien, ce sont des progresseurs. Ça veut dire plus on fait un diabète de type 2 à un âge précoce, plus on risque de faire des complications, malheureusement, des complications donc, à court et à long terme. Donc, le diabète de type 2 est beaucoup plus présent chez nous que le diabète de type 1. Effectivement. Ça peut aussi survenir chez des adolescents où la malbouffe et la sédentarité est très présente. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, il y a eu des études... on parlait éventuellement de l'obésité. Alors, vous savez que l'obésité dans les établissements scolaires, ça fait ravage aussi, que ce soit le surpoids ou bien l'obésité. Oui. Et on parle aussi de l'obésité donc générale. Et là, on vous dit habituellement, ça dépasse éventuellement un chiffre de 40 à 50%. Quand même, c'est assez important. Et l'obésité, elle concerne chez nous beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui. Donc, il y a eu des datas qui ont été publiées récemment. Donc, vous voyez un petit peu l'impact de cette obésité sur le risque de développer un diabète ultérieur. Et pour un obèse, il y a combien de risques de développer un diabète ? Alors en fait, quand on parle d'obésité, c'est-à-dire donc quand on est diabétique, 80% ont de l'obésité. Oui. Mais quand vous parlez des obèses, finalement, oui, ce n'est pas tous les obèses qui vont faire le diabète. Vous avez à peu près un chiffre de 30% qui vont faire un diabète. Donc ça dépend du type de l'obésité. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire comme précaution? Ben, il faut agir sur ces facteurs de risque finalement. Oui. On est obligé maintenant de bouger, on est obligé de manger sainement, c'est oui, important. Oui. On est obligé de faire un travail sur la prévention surtout de l'obésité et surtout par rapport à nos enfants. Oui. Ça c'est vraiment donc un point qui est très important. Et bien sûr, il y a le rôle des médias, il y a le rôle des tutelles, il y a le rôle des médecins, des pharmaciens. Et bien sûr, c'est la sensibilisation qui est quand même assez importante à mettre en place aujourd'hui. On va revenir là-dessus, surtout le rôle de tous les acteurs, en fait, hein, même des industriels aujourd'hui. Le sucre qui devient vraiment une addiction chez nous dans la préparation des plats et puis surtout pour les enfants et les adolescents. Alors, je reviens donc à ces chiffres. On parlait de chiffres officiels qui sont là, mais en fait, c'est des chiffres qui ne reflètent pas réellement ce qui se passe chez nous, le nombre exact de diabétiques. Monsieur Mehdi Bouchen, vous êtes pharmacien d'officine. Est-ce que justement vous observez à travers ces patients qui viennent chez vous, parce qu'on s'adresse directement aux pharmaciens. Exactement. Quand on a un souci de santé, quand on se sent mal, on va chez le pharmacien, on lui demande est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose pour soulager nos maux. Est-ce que vous avez justement ces patients qui ne sont pas déclarés, qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, qui viennent chez vous? Oui, effectivement, je veux revenir un peu en arrière. J'exerce depuis 25 ans. Il y a 25 ans cela, on ne vendait pas beaucoup d'insuline. Il y avait quelques médicaments, c'était du glucophage, l'ibenclamide. C'est des petits médicaments. Il n'y avait pas beaucoup de patients qui avaient du diabète. Après, depuis 10 ou 15 ans à peu près, il y a une augmentation d'utilisation de l'insuline. Il y a une augmentation de la population qui est malade. Avant, on ne voyait pas de personnes jeunes qui étaient diabétiques. Maintenant, on a beaucoup d'enfants qui sont diabétiques. On a beaucoup de personnes qui sont âgées entre 25 ans et 45 ans qui sont diabétiques. Avant, la population diabétique était ciblée. C'était des personnes qui avaient 55 ans, 60 ans, 70 ans, qui avaient plein de complications. Elles étaient polytares et il y avait plein de complications. Là, effectivement, depuis 10 ou 15 ans, la population diabétique a augmenté. Elle a augmenté pourquoi? Elle a augmenté, changé.
changé, elle a Oui. augmenté. Il y a des femmes, des enfants, beaucoup de femmes, comme a dit le professeur tout à l'heure, beaucoup de femmes qui sont diabétiques, effectivement. Mais ce qui a changé aussi, c'est que la prise en charge. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure prise en charge. Oui. Actuellement, il y a des diabétologues partout, ils ont accès aux médicaments plus facilement. Avant, qui avait un glucomètre, qui avait accès à de l'insuline facilement, c'était très compliqué de l'avoir. Ça, c'est dû aussi à la prise en charge sociale par le Oui, la système sécurité Shifa et sociale. les cartes Shifa. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les enfants sont agressés par les médias, qui nous publicité, les réseaux sociaux réseaux qui nous sociaux, obligent à consommer du chocolat, des boissons gazeuses. Oui. Donc la consommation du sucre a augmenté durant les dernières années et les habitudes alimentaires ont changé, il n'y a pas d'hygiène de vie. Tout le monde mange à n'importe quelle heure et n'importe quel moment et n'importe quoi. Nous, en officine en pharmacie, ce qui se passe généralement, il y a des gens qui viennent, bonjour, bonjour, je bois beaucoup d'eau. Oui. Généralement, c'est trop tard, il est déjà diabétique, j'urine beaucoup, Oui. je vais pas bien, ça va pas. C'est le diabète qui s'est déjà installé. Oui. Il vient, il demande à faire une glycémie, c'est-à-dire, Oui. là après, on essaie rapidement de l'orienter vers le médecin, si on voit que la situation elle est grave, etc. Oui. Et dans 50% des cas, il y a des problèmes. On a fait avec des laboratoires. Ils acceptent d'aller chez le Difficilement, médecin. difficilement. Oui. Des fois, il y a des campagnes de dépistage qui se font en officine. Oui. Alors, sur 100 malades, on trouve toujours des hyperglycémies sur 15 à 20 personnes qui n'étaient pas diabétiques, hein, Oui. et qui deviennent, qui seront dans le futur sous traitement, qui seront bilantés, etc. Ils sont sous traitement. Donc, il y a Oui. beaucoup de diabète et je pense que les chiffres sont sous-estimés, hein. Oui. Parce que si on commence à dépister tout le monde dans la rue, les chiffres, je pense, vont être majorés de 30 à 40% peut-être. Malheureusement. Alors, je le disais, les diabétiques ont du mal à accepter leur maladie. Ils ont du mal à accepter leur maladie, du coup, à aller consulter, à aller faire leur glyquée tous les 3 mois. Du coup, donc, il y a des solutions aujourd'hui, fort heureusement. On peut avoir donc son petit glucomètre pour prendre sa glycémie. Et des solutions médicales sont là pour justement permettre la prise en charge des patients atteints de diabète. Et c'est le cas pour le laboratoire dont vous êtes. Donc, vous avez développé une application qui permet cela. Pourquoi cette idée d'application? C'est cet état donc, de déni des patients qui vous a poussé à aller vers cette application? Enfin, merci pour la question. Enfin, c'est depuis 5 ans, l'Organisation mondiale de la santé a fait des directives en termes de stratégie de numérisation des soins de santé qui permettraient aux patients d'être suivis à distance et d'une façon personnalisée. Donc, c'était une stratégie 2020-2025 qui nous a donné à réfléchir et surtout à apporter des solutions. Parce que l'un des piliers de la prise en charge d'une personne vivant avec le diabète, c'est l'autosurveillance glycémique. Quotidienne. Qui doit Oui. faire d'une façon pluriquotidienne, Oui. souvent, notamment chez les diabétiques de type 1 ou chez les diabétiques de type 2 multi-injection, ils sont appelés à faire 4, 5, voire 6 mesures de glycémie par jour. Et ces patients-là, ils ont souvent un carnet en format papier et ils rapportaient leur glycémie sur le carnet. Oui. Et tous les 3 mois, quand ils repartent chez leur médecin, ils ramènent le carnet et parfois, ils oublient de mentionner. Parfois... Ils trichent un peu. Je dirais pas qu'ils trichent parce qu'ils sont tellement stigmatisés qu'il est difficile aujourd'hui d'accuser le patient lui-même. Parfois, pour faire plaisir à son médecin, parce que son médecin, il est un peu sévère, il va mettre des mesures de glycémie, il va écrire des mesures de glycémie qui vont satisfaire le son médecin. contenter, voilà, et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut numériser ce carnet d'autosurveillance? Oui. Et surtout, pas uniquement permettre aux patients de rapporter d'une façon automatique les mesures de glycémie effectuées par le lecteur vers l'application, qu'on appelle l'application MyGlyc, que nous avons développée avec nos ressources chez VitalCare, et c'est des ressources algériennes, et elle est hébergée en Algérie.
on s'est dit, on va intégrer des algorithmes qui vont permettre aux médecins et aux pharmaciens d'avoir des indicateurs d'aide à la décision médicale pour faire gagner du temps. Et surtout, on a mis des graphiques qui vont permettre aux patients de renforcer son adhérence à l'autosurveillance. En fait, nous voulons mener les médecins, les patients et les pharmaciens d'une autosurveillance classique à une autosurveillance structurée. Et je pense que sur ce sujet, professeur Awish est le mieux placé pour en parler. Oui. Alors la surveillance est très important justement, professeur Awish, pour éviter ces complications. Donc, vous invitez vos patients à venir régulièrement ou une fois tous les 3 mois pour faire leur glyquée, pour savoir si leur diabète est stable. Mais il est nécessaire de prendre sa glycémie tous les jours, de surveiller tous les jours, parce qu'on n'est pas à l'abri, quand on est diabétique, on n'est pas à l'abri d'une complication du jour au lendemain. Effectivement, donc la problématique qui se pose, c'est que si on va regarder un petit peu les études qui ont été faites en Algérie, donc je parle de quelques années de ça, ben malheureusement le constat est alarmant par rapport au déséquilibre glycémique. On avait noté qu'à travers pratiquement toutes les études, on n'avait que malheureusement 30% des patients diabétiques, je dirais en moyenne hein, par rapport aux études, parce que chaque étude donnait un chiffre, mais finalement donc on n'avait que 2/3 des patients qui étaient au-dessus des 7%, ça veut dire qu'il était déséquilibré. Alors on se posait la question et on a essayé de comprendre, mais pourquoi nos patients diabétiques, malgré que, alors M. Bouchen il a très bien dit, on a des moyens maintenant, on a de tous les moyens, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos patients ne sont pas équilibrés? Alors certes, il y a plusieurs, on peut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce déséquilibre, mais un des facteurs qui revient tout le temps, c'est le problème d'éducation et le problème surtout de l'autosurveillance. Ça veut dire le malade, malheureusement, il a du mal à écrire sur un carnet. C'est ça ce qui alors donc, il titre mal. Donc ça, c'est un problème qui se pose aussi pour le médecin. Il n'y a pas que le malade, parce que finalement, on est dans une prise en charge, je dirais, c'est-à-dire partagée entre le médecin et son malade. Alors la problématique, il y a cette histoire d'autosurveillance. Donc le malade, malheureusement, on ne lui explique pas déjà comment prendre ses glycémies, ça c'est la première des choses, et même s'il va faire de la glycémie, il ne sait pas quoi faire de ses glycémies. Oui. C'est pour ça qu'on parle maintenant de l'intérêt de l'autosurveillance structurée. Alors l'autosurveillance structurée, c'est elle qui permet éventuellement d'avoir déjà des données, on va dire, réelles, parce que tout simplement tout à l'heure, on a parlé des fausses glycémies qui sont malheureusement dans 30 à 40% qu'on trouve dans les carnets des malades parce qu'ils veulent satisfaire leur médecin. Mais la problématique, on a besoin des données qui sont réelles. Oui. C'est ça qui permet éventuellement d'ajuster le traitement. Mon traitement. Oui. Surtout si mon malade il est sous insuline. Et ça, c'est vraiment important en pratique. Alors donc, l'idée, c'est d'abord avoir des données réelles. Oui. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est comprendre au patient. Il va comprendre, il va interpréter ses résultats. Parce que finalement, on veut le bouger, on veut l'autonomiser, ce patient-là. Donc, il saura comment éventuellement augmenter ou bien diminuer, bien sûr, sous toujours contrôle de son médecin traitant. Il saura comment réagir devant une hypoglycémie, devant une hyperglycémie. Il saura donc quels sont les moyennes glycémiques, c'est-à-dire par rapport à cette application. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre est-ce qu'il est dans l'instabilité ou non. Ça veut dire le malade, est-ce que réellement c'est un patient qui fait une variabilité glycémie ou non? Parce que la conduite à tenir, finalement, elle change en fonction des différents profils de patients. C'est pour ça que je pense que cette histoire de numériser donc l'application est vraiment très très important, parce qu'au fait le médecin il aura des données quand même qui sont assez intéressantes, fiables, ça lui permet de bouger et on est en train de lutter contre quelque chose aussi qui malheureusement génère un déséquilibre chez nos patients, c'est l'inertie thérapeutique. Ça c'est par rapport essentiellement le médecin. Le problème c'est que le médecin, quand il n'a pas de carnet ou bien il n'a pas de données, donc finalement il se limite à reproduire l'ordonnance. Et ce n'est pas le but. Donc, vous voyez que l'autosurveillance aujourd'hui, structurée, basée sur une éducation, c'est vraiment important. Dans la vie d'un diabétique, il est appelé à changer plusieurs fois de traitement, à avoir son traitement plusieurs fois ajusté. Bien sûr, effectivement. Alors, surtout par rapport aux doses d'insuline, parce qu'on est dans une titration habituellement qui se fait donc, au long de son parcours donc, de traitement.
et ça lui permet aussi de se motiver. Parce que le patient, quand il va regarder ces chiffres, donc quand il va changer son comportement, ça génère une motivation en lui. Donc, vous voyez que ça permet donc d'améliorer l'adhérence à son traitement. Donc, finalement, c'est un circuit, ce qui est très important. C'est un cercle où tous les facteurs sont là et on va habituellement, à travers cette autosurveillance structurée, améliorer l'adhérence. Très bien, il est 10h29 sur Alger 3. Je rappelle que Ça vous concerne s'intéresse ce matin au diabète et puis aux méthodes pour surveiller les diabétiques et contrôler leur diabète pour éviter les complications. Nous avons dans les studios d'Alger 3 avec nous professeur Samir Awish, diabétologue, docteur Mehdi Bouchen, pharmacien d'officine, et docteur Saïd Gari, directeur médical dans un laboratoire médical. Restez branchés, Ça vous concerne revient dans quelques minutes. 10h33, nous sommes de retour dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de diabète, de solutions pour justement améliorer le quotidien des diabétiques et puis surveiller leur glycémie afin d'éviter toutes sortes de complications. Avec nous pour en parler, professeur Samir Awish, diabétologue, docteur Mehdi Bouchen, pharmacien d'officine, et docteur Saïd Gari, directeur médical dans un laboratoire médical. Alors nous avons parlé un peu des chiffres qui sont alarmants, qui nous pousse à réfléchir et puis à améliorer la méthode et les stratégies de prise en charge des malades diabétiques. La prévention, c'est la solution, donc vous disiez, professeur, qui pourrait freiner cette maladie, la progression de cette maladie. On parle, vous l'avez donné tout à l'heure, presque 6 millions de diabétiques d'ici 2030, alors qu'on parlait il y a quelque temps de 5 millions, ça évolue rapidement. Comment aujourd'hui mettre en place justement une politique de prévention qui soit efficace? On disait que tout le monde est impliqué dans cette politique, tous les acteurs sont concernés. Comment la rendre plus performante, plus efficace? Oui, donc ça c'est une question quand même qui est très intéressante. Alors vous savez que la prévention quand même, elle passe par déjà la sensibilisation. Oui. Donc il y a eu quand même un projet qui a été mis en place par le ministère de la Santé qui est en train de se faire concernant déjà la lutte contre l'obésité, parce que l'obésité aujourd'hui est considérée comme une véritable maladie, hein, et non pas un symptôme, c'est plutôt une maladie. Mais aussi la lutte contre les maladies non transmissibles dans le diabète sucré. C'est à l'école que ça doit se faire principalement. Justement, c'est-à-dire donc là, ça va se faire donc que ce soit au niveau de l'école, dans des écoles, donc ça veut dire que la sensibilisation, elle est vraiment importante et elle doit concerner déjà l'entourage, les parents, et elle doit concerner l'enfant lui-même, ça c'est vraiment important. Mais aussi, c'est-à-dire la sensibilisation aussi, elle doit aussi concerner bien sûr les adultes, même les adultes aussi sont concernés. Alors nous, ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire l'éducation, elle est beaucoup plus par rapport au patient, mais on oublie l'entourage, parce que finalement, l'entourage aussi, les chiffres sont là, on vous dit derrière chaque diabétique, vous avez un diabétique qui est méconnu. Oui. Ce qui explique aujourd'hui que si je fais le dépistage, et ça c'est vraiment important, je fais le dépistage de la maladie diabétique, donc je vais diagnostiquer ma maladie à un stade précoce et j'éviterai éventuellement les complications dégénératives. Oui. Parce que quand on prend un diabétique, on fait le diagnostic, et ben malheureusement les données sont là, 50% sont déjà compliquées. Oui. Et plus on fait un dépistage précoce, mieux c'est pour le patient, parce qu'on va éventuellement prévenir, voire même ne pas faire des complications dégénératives. Faire un bilan chaque année, chaque 6 mois. Donc il y a des directives aujourd'hui, c'est-à-dire donc si on est éventuellement obèse, on est hypertendu, on a un problème de cholestérol, de triglycérides, on a donc une femme qui a déjà fait un diabète gestationnel, un homme ou bien donc une personne qui a des antécédents familiaux de diabète sucré, donc là obligatoirement on doit faire un dépistage, quel que soit l'âge. Oui. Mais si on n'a pas tous ces facteurs, et c'est une situation très rare, hein, on ne trouve pas qu'on n'a pas de ces facteurs-là, eh ben c'est à partir de 40 ans qu'on devrait faire le dépistage systématique. Oui. Maintenant, si je reviens à cette histoire de prévention, oui, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'intérêt de l'éducation. Alors, l'éducation aujourd'hui, bon, elle est pour les diabétiques, mais elle est aussi pour l'entourage. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de cette histoire aussi des médias. Oui, les médias aussi sont là pour sensibiliser, c'est très important. Et surtout, sensibiliser par rapport à ce qu'on mange actuellement. Alors, vous savez que l'Algérie, malheureusement, est considérée comme le premier pays consommateur du
pain au monde. Et on est classé parmi le pays, 6e pays de consommation de sucre. Donc, vous voyez qu'il y a du travail. Il y a du travail aussi à faire par rapport à ce qu'on mange. C'est-à-dire que c'est de réduire aussi la quantité de sucre. Parce que finalement, quand on regarde une boisson algérienne ou une boisson qu'on importe, eh ben, la boisson algérienne, elle est très sucrée. Donc là, je pense qu'il y a du travail dans ce sens-là. On doit réduire. Sachant que c'est des produits vraiment à la portée de tout le monde, à des prix Donc dérisoires. là, il faut s'orienter vers un autre modèle par rapport à l'hygiène de vie. C'est très important et c'est ça qui permet de ralentir donc, la progression. Alors, en pharmacie d'officine, vous êtes aussi là pour jouer un rôle thérapeutique avec les patients, parce que vous êtes, je le disais tout à l'heure, on s'adresse à vous en premier quand on se sent mal, on a un souci de santé. Effectivement, ce qui concerne l'application dont on parlait tout à l'heure, c'est un appareil, un glucomètre, comme les autres glucomètres, sauf qu'il est connecté directement. Il est gratuit, donc le patient ne paie rien du tout par rapport aux autres appareils. Et ça facilite le travail aux pharmaciens, aux patients et aussi aux praticiens. En fait, le praticien, il a l'information réelle. Il n'est pas, il connaît la glycémie exacte du malade pendant les 3 derniers mois, la dernière semaine. Et même le patient, il a une image. Est-ce que sa glycémie était élevée? Est-ce qu'il est équilibré ou non? Et nous aussi, si on voit ces chiffres, on peut lui dire que tu es mal équilibré. Il faut revoir votre médecin. Donc c'est très très intéressant pour les patients. C'est très intéressant aussi pour les médecins, parce qu'en fait le médecin, il ne peut pas rentrer dans un débat stérile. Il lui dit tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu as pris tes insulines, tu n'as pas pris tes insulines. Il faut savoir aussi que les patients ont l'habitude de faire un réajustement thérapeutique eux-mêmes. Eux-mêmes, oui, c'est dangereux. Ils mangent trop, ils s'injectent de l'insuline. Ils mangent pas, ils s'injectent pas d'insuline. Ils vont vers une réception, là, ils mangent des gâteaux, là, des produits sucrés, ils s'injectent. Ils compensent, c'est un système de compensation. Et là, la seule manière de savoir est-ce que le patient a triché ou n'a pas triché, s'est injecté. C'est de numériser ces données, ces informations. Et l'information, en fait, elle est accessible de manière rapide, de manière transparente carrément. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est des faux chiffres, c'est transparent. Et la décision de réadapter le traitement ou de changer le traitement ou de passer à autre chose est prise plus facilement par le praticien. Très bien. Alors, docteur Gaï, justement, cette application, il faut s'entendre, c'est une application gratuite. L'appareil aussi est fourni gratuitement. Donc, les diabétiques peuvent aujourd'hui changer d'appareil, s'orienter vers un appareil qui permet de transférer ces données d'une manière numérique. Et puis, donc, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui fait le reste et qui rembourse ces bandelettes. En fait, les bandelettes, ils sont remboursés au tarif de référence depuis maintenant des années et des années. Pour notre application MyGlyc, MyGlyc c'est en anglais, c'est ma glycémie. Oui. Sans espace entre My et Glyc, on peut y aller sur les stores, Play Store ou bien App Store. La télécharger. Et on peut la télécharger. Oui. Et puis après, pour pouvoir avoir le lecteur qui est adapté, nous avons lancé un lecteur qui s'appelle VitalCheck GlyConnect avec Bluetooth. Oui. C'est le seul qui est compatible avec cette application. Très bien. Et qui est disponible auprès du pharmacien d'officine. Il est disponible en quantité suffisante parce que vous êtes le seul sur le marché à proposer cette application. On a les quantités suffisantes. Au besoin, on peut rajouter le lecteur qui serait toujours donné gratuitement. Donc le patient n'a qu'à se présenter en pharmacie pour le demander. Voilà, donc le patient, il peut se présenter chez son pharmacien habituel pour demander ce lecteur-là. Et il fonctionne avec les mêmes bandelettes VitalCheck qu'on utilisait avec le lecteur classique. Très bien. Maintenant, ce qui est bien dans cette application et qu'il faudrait mettre en avant, c'est que MyGlyc, elle permet aussi au patient, une fois qu'il a téléchargé, il est aidé par le pharmacien d'officine parce que c'est le plus accessible. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous. D'où l'importance du rôle du pharmacien dans l'accompagnement et le coaching des patients diabétiques qui viennent dans cette pharmacie. Alors que pour voir un médecin, il faudrait un rendez-vous tous les 3 mois pendant 15 minutes
Et donc, dans l'année, c'est 1 heure. Et les 365 jours, le patient, il vit son diabète tout seul. Il doit contrôler son diabète tout seul. Il doit être accompagné, il doit être écouté. Et la personne qui est la plus accessible, c'est le pharmacien. Oui. D'où cette orientation vers le pharmacien. Dans cette application, ce qui est bien, c'est que le patient, une fois qu'il a ouvert son propre compte, Oui. il a synchronisé, il a fait un appairage avec le lecteur, il prend sa glycémie, elle part systématiquement dans l'application. Très bien. Il va choisir est-ce que c'est une glycémie à jeun, avant le repas, après le repas, à n'importe quel moment de la journée, avant le coucher, et ainsi de suite. Et c'est Donc, lui qui décide avec qui partager ces informations? Voilà. Alors, Oui. lui, il y a une option. Oui. Par exemple, pour un enfant qui est dans une école, il a son smartphone, il a son application, il va rajouter ou bien envoyer le lien pour que sa maman télécharge sur son smartphone Oui. l'interface. Donc, elle va suivre à distance les prises de glycémie de son fils à l'école, ou bien une personne âgée, sa fille ou son fils qui est au travail et qu'il voit qu'il y a une hypoglycémie et ainsi de suite, il peut appeler l'école ou bien il peut appeler à la maison en disant voilà, faites attention, il faut le resucrer. Ou bien il est en hyperglycémie, il faut réajuster, et ainsi de suite. Donc elle va donner le Voilà. signal d'alerte pour les proches. Donc l'avantage de cette Oui. application, c'est le patient qui choisit son accompagnateur et ou son coach. Soit un peut-être- professionnel de la santé, soit quelqu'un de la famille. Voilà. Quand je dis professionnel de la santé, Oui. principalement le pharmacien, ça peut être un infirmier éducateur, ça peut être un psychologue, ça peut être un diététicien, ça peut être ça peut être son médecin traitant. Très bien. Alors les risques justement, quand on a cet effet yo-yo à chaque fois dans la glycémie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, quels sont les risques pour le patient? Peut-être que là aussi il faut une éducation par rapport à cela, professeur, dire au patient que c'est pas bon quand c'est pas stable non plus. Oui, Oui. ça c'est une question qui est pertinente. Au fait, quand on a un problème de glycémie qui monte et qui descend, c'est ce qu'on appelle habituellement dans le jargon médical la variabilité glycémique Oui. ou l'instabilité glycémique, c'est-à-dire donc c'est un malade qui est dans l'instabilité. Donc du coup, quand il s'injecte avec la même dose, parfois il est en hyper, parfois il est en hypoglycémie. Alors ça on va dire, oui, c'est une situation qu'on voit habituellement chez les diabétiques de type 1. Oui. Alors pourquoi? Parce que ce sont des malades, il y a la durée du diabète, il y a aussi la neuropathie qui va s'installer avec le temps, ce qui explique que le patient avec le temps, malheureusement, il ne va pas ressentir, on va dire, donc il ne va pas ressentir éventuellement les hypoglycémies. Donc c'est pour ça que le diabétique de type 1, il a un seuil d'hypoglycémie qui est assez, le seuil de sensibilité à l'hypoglycémie, donc qui diminue au fil de temps. Très C'est bien. pas pour tous les patients, mais Oui. pour quelques malades. La problématique, c'est que ça va exposer à cette variabilité qui est très importante. Donc le malade, il va faire des hyper et des hypos. Et du coup, on connaît aujourd'hui que quand on est dans une variabilité glycémique, surtout, il y a le risque par rapport à l'hypoglycémie, surtout si elle n'est pas ressentie, donc il peut faire des hypoglycémies sévères. Sévères, ça veut dire donc avec perte de connaissance et parfois même le coma hypoglycémique. Donc, vous voyez l'intérêt d'augmenter l'autosurveillance chez ces patients-là. Donc, ils doivent s'autosurveiller, c'est très important. Et deuxième chose, c'est que on sait aujourd'hui que quand on est dans l'hypoglycémie et en même temps la variabilité, ça alimente, c'est ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de tout faire pour essayer un petit peu de lutter contre cette variabilité glycémique. Donc un des moyens, c'est l'autosurveillance, parce que le malade, il va faire attention par rapport à ses glycémies pour ne pas tomber dans l'hypo ou l'hyper, c'est très important, mais aussi par des réajustements thérapeutiques, par proposer des nouvelles thérapeutiques aussi qui nous permettent éventuellement d'améliorer cette instabilité glycémique, et aussi les moyens de mesure actuellement qui sont très intéressants, et ça permet donc de surveiller le patient de façon rapprochée. En tout cas, le patient n'est pas condamné à avoir cette variabilité. Il y a des moyens d'ajuster son traitement, de voir sa situation ou son état s'améliorer.
Effectivement. Donc là, au fait, c'est le rôle du médecin. Je Oui. dirais quand le malade il est dans la variabilité, c'est tout simplement, il doit discuter avec son médecin traitant, parce que le médecin traitant, c'est à lui maintenant de chercher la cause de cette instabilité. Alors la cause de cette instabilité, ça peut être lié à beaucoup de choses, hein. Oui. Il y a l'activité physique, il y a la gastroparésie, il y a les lipodystrophies, il y a les types d'insuline qu'on utilise, il y a beaucoup on va dire, de contraintes. Il y a des maladies parfois endocriniennes qui peuvent entraîner ça. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent éventuellement entraîner tout ça. Donc c'est pour ça que le malade, il doit parler à son médecin. Le médecin, déjà, il détecte cette variabilité à travers le lecteur de ce patient. Oui. Et à partir de là, on essaie de rechercher l'étiologie pour y remédier finalement. Oui. Est-ce que le fait d'avoir une glycémie, de prendre sa glycémie tous les jours, de l'avoir enregistrée à travers cette application, peut nous faire passer, c'est-à-dire ne pas obliger ce patient à aller faire sa glyquée ou non, ça n'a rien à voir, il faut faire sa glyquée tous les 3 mois. Alors là, c'est aussi une question importante parce que, au fait, quand on parle de la glyquée, oui, ça donne la moyenne des glycémies sur 3 mois. Oui. Mais la glyquée n'est pas vraiment, l'hémoglobine glyquée n'est pas vraiment intéressante chez les patients qui ont une variabilité. Très bien. Pourquoi? Parce que la variabilité, habituellement, vous allez avoir une instabilité à tendance hypoglycémique. Oui. Donc, le fait que le malade fasse beaucoup des hypoglycémies dans la journée, y compris avec des hyperglycémies, mais c'est l'hypoglycémie qui prédomine, va entraîner une tendance à avoir des fausses hémoglobine glyquée faussement basses. Très bien. Très bien. Et c'est ça la problématique l'intérêt de d'avoir l'hémoglobine ces glyquée. données. C'est ce qu'on appelle habituellement les limites de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, elle vous permet jamais de dire est-ce que votre patient il a fait une hypo. Très bien. Elle vous permet pas de savoir s'il y a une instabilité ou non. D'où C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'importance. quand vous prenez un malade pour la même, je dirais, le même taux d'hémoglobine glyquée, un malade qui a 7, un autre qui a 7, on va dire, ils sont à 7, donc c'est bon. Oui. Mais celui qui est à 7 avec donc une instabilité glycémique, ce malade-là, il risque de faire des complications plus que l'autre. Oui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis ces moyens aujourd'hui pour Oui. rechercher autre chose qui est quand même assez intéressant, c'est de regarder réellement combien on a d'hypo, combien on a d'hyper, on va voir le temps passé dans le glycémie. Tout ça, c'est important et ça, on ne va pas le voir dans l'hémoglobine glycée. Très bien. Docteur Gary, vous voulez Je rajouter rebondis, quelque chose? Oui. merci professeur Awish, je rebondis par rapport à l'application MyGlic. Dans cette application MyGlic, effectivement, nous avons une hémoglobine glyquée estimée. Donc, c'est un des indicateurs. Mais comme il l'a bien précisé, professeur Awish, ce n'est pas suffisant pour pouvoir évaluer l'impact de la variabilité glycémique. C'est pour cela que nous avons intégré 2 algorithmes dans cette application qui nous calcule le coefficient de variation et la standard deviation. Donc ce coefficient de variation, il est global, Oui. mais on peut l'avoir aussi au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner et au coucher. C'est un moyen d'orienter le professionnel de la santé pour comprendre, même s'il a un coefficient de variation inférieur à 36, ce qui est recommandé, donc moins de variabilité glycémique, mais probablement vers midi, au déjeuner, pour la postprandiale, il a un coefficient de variation à 42. Donc c'est là où le médecin sera orienté pour agir. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, nous avons des indicateurs d'aide à la décision médicale. Au lieu que le médecin passe son temps à analyser ainsi de suite, ces algorithmes, ils lui digèrent tout, ils lui donnent des datas qui vont lui permettre de prendre rapidement une décision pour réajuster le traitement du patient. Alors, on parlait de l'autosurveillance, très important pour un patient diabétique. Docteur Bouchen, vous êtes pharmacien d'officine. Est-ce que vous, à travers votre profession, vous tentez d'inculquer ça à ces patients qui viennent chez vous, contrôler? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, à travers l'avancée scientifique et médicale, d'autres moyens de mieux contrôler sa glycémie? Oui, effectivement, je voulais rebondir aussi avec le professeur Awish. Quand c'est numérisé, et quand c'est clair, et quand le patient est discipliné... Il n'y a pas d'interférence humaine, oui, déjà. Exactement. Je vais vous donner l'exemple d'un patient qui est venu récemment chez nous.
C'est une patiente en fait qui est très très disciplinée. C'est-à-dire une patiente qui prend sa glycémie toujours à la même heure, qui prend ses unités, qui est très disciplinée et qui me dit voilà, je suis toujours à 3 grammes, 3 grammes, 3 grammes. Je la renvoie chez son médecin, Oui. il fait sa consultation le plus normalement du monde, il augmente les doses, toujours 3 grammes, toujours 3 grammes, toujours 3 grammes. J'appelle son médecin, il me dit bon, elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas puis, D'infection. Ouais. donc là, je lui dis attendez, cette patiente est sous paracétamol longue durée parce qu'elle a un problème de rhumatologie. Peut-être elle fait une infection. Ah, il m'a dit, ah, j'ai pas pensé à ça. En fait, c'est pour vous dire que le patient, il est au centre du médecin, du pharmacien, Oui. des applications. En fait, on peut pas le patient est vraiment au centre C'est pour de. cela qu'on appelle Oui. l'approche centrée sur le patient. Exactement. Oui. Donc l'application, en fait, où la prise de glycémie et les informations doivent être coordonnées. En ce qui concerne les avancées thérapeutiques, il y a un contrôle automatique, c'est-à-dire ça s'appelle contrôle glycémique mobile, c'est-à-dire un patient met une sorte de patch sur son épaule. Oui. Et il y a une application aussi sur le portable. Le souci, c'est qu'elle n'est pas adaptée à tous les patients. Elle n'est pas remboursée. Elle n'est pas remboursée. L'accès, en fait, il est difficile. Oui. Et même si vous avez les moyens de le faire, aurez-vous les moyens de le faire tout le temps, sur une année, sur 2 ans. Et techniquement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas viable au long terme. Oui. Mais la solution existe et peut-être une solution du futur. Mais le coût est très élevé, sachant qu'un chiffre de 5 millions de diabétiques, de nationaux dépendants, à peu près 2 millions, 1,5 million de nationaux dépendants, je pense que le système de sécurité sociale ne va pas tenir le coup sur la longue durée, c'est-à-dire par rapport aux patients, Par rapport au coût au coût oui. du produit. Très bien. Alors, le contrôle de la glycémie, professeur, peut-être quelques conseils quand faire ce contrôle glycémique avec tout seul à son domicile. Est-ce qu'il y a un plan à suivre, une procédure à suivre? Comment ça se passe Oui, pour que ça soit le plus performant et le plus révélateur? effectivement. Donc habituellement, ça dépend aussi du type de traitement que prend le patient. Oui, Alors vous savez que quand on est diabétique de type 1, donc on est dans un schéma qui s'appelle le basal bolus. Ça veut dire donc le malade habituellement, il fait 4 ou 5 injections d'insuline par jour. Alors dans ce cas-là, il est obligé de faire, c'est ce qu'on appelle donc des glycémies, une autosurveillance beaucoup plus rapprochée. Il est obligé d'avoir des glycémies à jeun 2 heures après les repas. Donc que ce soit le repas du matin, à midi ou le soir. Donc ça lui donne habituellement 6 points glycémiques par jour. Mais finalement, quand vous avez un malade qui est dans l'hypoglycémie, on va dire asymptomatique. Alors dans ce cas-là, on ne donne pas 6 points, on donne plus. Parce que là, le malade, il est obligé donc de faire aussi même des glycémies, surtout nocturnes, qui sont quand même très dangereuses. oui, Il est obligé donc de prendre ces glycémies aussi la nuit. oui. Et ça, c'est un problème qui se pose en pratique. Alors, si on est dans un diabète de type 2, qui est sous insuline, c'est la même chose aussi. Quel type d'insuline? Basal bolus, il rejoint un petit peu le diabétique de type 1 dont on vient de parler. Et les sous insuline basale, là, on n'est pas dans un schéma où on demande 6 points par jour. Non, Oui. on peut éventuellement demander 3, 4 maximum par jour. Donc, vous voyez que c'est différent. On est chez une femme enceinte, diabétique, vous savez que ça dépend si c'est un diabète gestationnel ou un diabète déjà connu. Dans ce cas-là, si elle passe à l'insuline, elle passe, donc c'est le même schéma. Si maintenant elle est dans un diabète gestationnel, on est obligé de lui demander aussi 6 points. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de regarder est-ce que réellement elle nécessite de passer à l'insuline ou non. Donc, vous voyez, il y a des situations qui sont assez particulières. Maintenant, je donne par rapport à les sujets qui sont sous traitement qui n'entraînent pas d'hypoglycémie. Oui. Par exemple, prenons le cas des malades qui sont sous metformine. Oui. Metformine, connu communément sous le nom, les malades la connaissent sous le nom de glucophage, c'est pas un traitement hypoglycémiant. Donc ça sert à rien de prendre 4 points glycémiques ou 5 points. Très bien. Alors une glycémie chaque jour ou par 2 jours, c'est suffisant. Donc vous voyez, il y a des situations qui nous imposent éventuellement de choisir le nombre d'injections. Maintenant, par rapport à la technique, c'est très important de dire, alors quand on fait une glycémie, Oui. alors toujours il faut la faire au niveau des 3 derniers doigts. Ça c'est ce qui est important. Et D'accord. on ne pique jamais au milieu sur les côtés, ça c'est important. On ne met jamais de l'alcool parce que l'alcool finalement il minore, donc il réduit la glycémie.
Donc c'est D'accord. important, il faut se laver les mains, il faut bien sécher pour Oui. prendre une bonne goutte et avoir la bonne glycémie. Très Donc bien. c'est ça au fait comment Et surtout par rapport à la conservation de la bandelette qui est quand même assez important. Donc il faut le dire qu'il ne faut pas la mettre dans un milieu humide. Oui. Et quand on ouvre une boîte de bandelettes, eh ben, elle a une durée de vie de 90 jours, même si la date de péremption n'est pas encore atteinte. Il faut il faut la conserver où? Dans un milieu sec et non Milieu pas sec. humide. Donc il faut éviter éventuellement de la mettre au niveau de la De la cuisine, ou bien oui. au niveau de la salle de bain. Donc ça, c'est des milieux à proscrire. Très bien. Et il y a de la ponctualité aussi dans la prise de la glycémie. Il faut le faire toujours à la même heure? Pas forcément. Pas C'est-à-dire forcément. quand on demande aux patients, parce que nous, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai Oui. besoin de réajuster ma dose d'insuline. J'ai envie de savoir ma glycémie pré- et postprandiale. Donc ce qui explique le malade, habituellement, il prend avant et 2 heures après les repas. Très bien. Un dernier mot, docteur Gary, juste avant de Je terminer. voulais juste, Oui. parce qu'il a donné la fréquence des mesures et les Oui. moments Oui. de glycémie. Ce qui est important quand on a cette application, c'est qu'on a un graphique. Oui. Et quand on voit ces valeurs de glycémie, on est rassuré. On ferait moins de mesures, donc on aurait moins de gaspillage de bandelettes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, D'autant la plus qu'elles réalité, ne suffisent pas pour... Voilà. oui. on a un réel problème de Oui. gaspillage de bandelettes glycémiques. Très bien. Ben, c'est noté. Merci à vous, Merci, messieurs. merci à vous. Merci. Professeur Awish, diabétologue, docteur Bouchen et docteur Gary de nous avoir expliqué un peu le déroulement et comment surveiller surtout un patient atteint de diabète. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Siddiq à la technique, Yassine au streaming et Ikram à la régie. Myriam à la régie d'antenne. Merci, à demain.